Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech où on vous résume toute l'actualité de la technologie, du monde de l'internet, du monde, du cybermonde, des autoroutes de l'information, de gadgets, tout ça. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de notre grand prêtre du design de la tech mondiale, Jony Ive, qui consomme sa séparation d'avec Apple. On va vous parler aussi encore un petit peu de Huawei pour lesquels on commence à se diriger vers une résolution de DRM, de plein d'autres petites choses sympathiques ou pas. Et j'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir deux des trois compères de Feu Upload, à savoir d'un côté Cédric Bonnet. Comment ça va Cédric ? Écoute, ça va, chaudement ça va. Chaudement ? Oui, c'est vrai qu'en plus, toi, tu es dans le sud. Ouais, après, là, ça s'est un peu rafraîchi aujourd'hui, tout ça. Donc, c'est quand même respirable. Mais ça a été dur. Je comprends. Moi, en Finlande, ça va. C'est pas trop la canicule. Encore que ici, s'il fait plus de 20 degrés, ils commencent à sortir les ventilateurs. Mais bon. Ils sont en short, les Finlandais. Exactement. Et cette voix suave que vous entendez, c'est celle non pas de Cédric Bonnet, mais de Jérôme Kainborg. Comment ça va, Jérôme ? Salut à tous. Bah écoute, ça va. Grosse chaleur aussi. Mais j'ai trouvé du coup un nouveau moyen de financer ma chaîne YouTube. J'ai fait un viager. Non, mais toi, une contribution Tipeee viager. Si je meurs dans les chaleurs, vous héritez de ma chaîne. C'est pas mal, je peux investir. T'es à 100 000, 150. Sans problème. Très bien. Problème. Ça va. Mais en fait, je suis déjà sur Tipeee donc, pour ta chaîne. Donc ça veut dire que oui, non, mais il va falloir payer le supplément viager. Ah, d'accord, ok. De 1 000 € par mois, quoi. Ah, quand même, ok, bah bon. Oui, attends. Je vais en parler à mon comptable alors. Pour ma part, la vieillesse, comme on disait avant de commencer l'émission, commence à me faire naufrager aussi, puisque comme je le disais dans le rendez-vous jeu hier, je me suis un petit peu cassé le dos il y a 2 jours, donc je fais quand même l'émission puisque la tech ne s'arrête jamais, mais si jamais en cours de route, je commence à faire bon, on va devoir s'arrêter avant la fin. J'espère que vous m'en excuserez parce que c'est un petit peu difficile de rester debout, de rester assis ou de rester autre chose que allongé. Mais bon, je suis vaillant, donc je continue quand même. Et on va parler donc de plein de choses hyper intéressantes. À commencer, comme je le disais, par cette annonce qui a envoyé comment on dit earthquake en français ? Un tremblement de terre dans le monde de la tech, de Jony Ive qui part d'Apple. Avant ça, bien sûr, je vais remercier très chaleureusement les auditeurs qui soutiennent l'émission à travers Patreon, qui n'est pas encore en viager, mais peut-être que ça arrivera. Aujourd'hui, je remercie spécifiquement Stéphane Jupil, Benjamin, Bertrand, Fabien Grange, Yannick Drouel, Maxime et Wilfried, et bien sûr tous ceux qui choisissent de faire continuer l'émission grâce à Patreon. Merci à vous tous. Vous le savez, c'est très facile de contribuer et si vous avez le prix d'un café ou le prix d'une bière à attribuer à l'émission, n'hésitez pas à aller faire un tour sur patreon.com/rdvtech. C'est grâce à vous que l'émission existe. Donc, cette semaine, Jony Ive, ou plutôt Apple, a annoncé que son designer en chef, Jony Ive, qui est hyper emblématique et qui a créé les produits les plus emblématiques de la société, quittait la société Apple. Il va lancer sa propre firme de design et alors Apple sera l'un de ses premiers clients et même son premier client, c'est ce qu'ils disent dans le communiqué de presse. Évidemment, c'est un événement hyper important parce que comme je le disais, l'image d'Apple c'était un petit peu 2 choses, c'était Steve Jobs d'une part et Jony Ive d'autre part. J'ai entendu de nombreuses comparaisons aux Beatles pour dire que l'un était John Lennon, l'autre Paul McCartney, et donc puisque l'un a malheureusement péri et que l'autre s'en va,
est-ce qu'il reste plus que Ringo Starr et George Harrison chez Apple, quoi? C'est un petit peu la préoccupation. Avant de partir, alors n'oublions pas que George Harrison était quand même très important chez les Beatles et on peut pas négliger le rôle de Ringo Starr non plus. Oui, ouais. Mais bon, il n'est pas non plus complètement incohérent de dire que les Beatles sans John et Paul, c'est pas exactement les Beatles non plus. Donc, mais bon, bref, cette petite comparaison mise à part, quelle est votre première réaction à cette annonce? Peut-être, Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Oh là 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 là. Je trouve que c'est des gens importants. Hein. Je dis pas, tu vois, je nie pas l'importance de l'héritage de Johnny Ive, et au moins dans les vannes qu'on pouvait faire sur les vidéos quand il était totalement lyrique sur la façon dont il avait conçu les produits, à quel point c'était génial. D'ailleurs, si vous suivez pas le compte Not Johnny Ive, faites-le, hein, c'est très drôle. Où il dit qu'il sort enfin de sa pièce blanche. Puisque dans les vidéos à chaque fois il est sur fond blanc, donc on a l'impression que son labo c'est une pièce blanche. Et alors oui, il a designé des produits iconiques, tout ça machin. Faut pas oublier que c'est une équipe aussi. Alors certes, il faut quelqu'un à la tête de l'équipe, hein, et c'est lui qui donne la direction, mais n'empêche que c'est quand même toute une équipe. Donc le fait qu'ils partent, effectivement, on se dit, ça y est, les grands noms historiques d'Apple partent les uns après les autres, soit de maladie, soit d'envie de faire autre chose. Faut pas oublier un truc, il a été précisé quand même qu'il allait continuer à travailler avec Apple, mais je pense surtout que la sensation qu'on a, c'est qu'il a envie de faire autre chose que des produits Apple, tu vois. Et pas qu'il s'ennuie chez Apple, hein, je pense qu'il a toujours envie de faire des produits Apple, mais je pense qu'il a envie de faire aussi d'autres trucs. C'est un grand fan d'automobile, par exemple, et peut-être qu'une collaboration avec une marque automobile pour designer soit une voiture, enfin tu vois, ou même des meubles, j'en sais rien, tu vois, mais regarde un designer comme Starr qui fait du mobile, des chaises, enfin des box internet et de tout. Monter un studio de design avec ses potes, je pense que c'est pour lui aussi une façon de multiplier les envies, et je pense que c'est un mec c'est un créatif, hein, et il a envie de toucher un peu à tout. Il a peut-être fait un peu le tour des produits chez Apple, faire sortir chaque année un iPhone en modifiant 2 lignes. Voilà. Moi, je crois que je pense pas qu'il s'ennuie, mais je pense qu'il a envie de faire d'autres trucs. Moi, je vais un petit peu prendre le contre-pied. Je pense qu'il s'emmerde et que ça fait un moment qu'il s'emmerde, qu'il a fait beaucoup de choses chez Apple, mais que ça fait maintenant des mois, voire des années qu'il a envie de faire d'autres choses. Il s'est plongé à corps perdu dans le design du nouveau campus et du vaisseau spatial qui n'ont rien à voir avec. Je sais pas si tu te souviens de ça quand même. C'est arrivé à un moment où il y avait des rumeurs de son départ parce qu'il passait beaucoup de temps à Londres et il voulait revenir en gros chez lui, quoi. Et ça sentait un peu bon, écoute, je vais te donner un nouvel os à ronger, ça sera le campus Apple, ce sera le projet pas de ta vie, mais un énorme projet monstrueux qui laissera une marque dans l'histoire, tu vois, c'est un peu ça. Projet architectural incroyable. Et il est arrivé au bout, et après ça tu fais quoi? Bon, je pense d'ailleurs si tu regardais bien le communiqué de presse, non, je pense qu'il a envie aussi d'autre chose. C'est pas qu'il s'emmerde, mais tu sais, sa vie elle est pas forcément là-bas, il a un âge où il a peut-être envie de se rapprocher, pourquoi pas des siens ou autres. Faut pas oublier un truc, c'est que dans le communiqué qu'ils ont fait sur Love From, ils expliquent que c'est Love Form, ouais. Mais il y a une faute de frappe, ouais. Ouais, ok. Donc, si le projet de société est basé, ils ont dit, dans un premier temps en Californie, tu sens arriver bientôt in London, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il est en train de se séparer d'Apple, et moi je pense que s'il voulait y rester, parce que évidemment on en parle comme ça, mais c'est un designer, on en plaisante, mais il a créé les produits les plus iconiques de la marque, mais il a créé certains des produits les plus iconiques du monde, et c'est un élément. Tu disais oui, mais il y a d'autres personnes qui font du design. Oui, c'est vrai. Si on veut prendre un petit peu le contre-pied.
il y a quand même un génie de design chez Apple, et c'est Johnny Ive, et c'est pas négligeable. Il avait commencé... Oui, il a fait des Magic Mouse incroyables qui se chargent par le cul. Alors c'est vraiment top. Hein. On va pouvoir en parler, mais des produits comme le premier iMac, vous savez, le transparent, là, qui a révolutionné la manière dont on pensait au matériel des ordinateurs, évidemment les iPods, évidemment les iPhones, les iPads, plus récemment les AirPods, bon, ils sont attribués plus ou moins à l'équipe de Johnny Ive, pas une autre équipe. C'est le goût de Steve Jobs était le truc qui tempérait peut-être ou qui travaillait de concert avec Johnny Ive. On peut pas nier que ça va quand même changer un petit peu les choses. Jérôme, toi qui es dans ce monde des arts plastiques et graphiques et du design. Dans une autre vie, oui. Oui, mais on peut pas nier le fait que Johnny Ive est un pilier ou était un pilier d'Apple, non ? Je pense, Cédric a complètement raison. Je pense que dans le sens où les designers, surtout à ce niveau-là, les Stark et autres, il y a un moment, tu arrives à 52 ans, il a un capital énorme pour se faire un nom. Il en a marre de laisser Stark designer le moindre cure-dent qui sort. Il veut faire de la thune. Hein. Il est certainement très bien payé, mais il est ambitieux, hein, Johnny Ive. Et c'est pour ça qu'il en est là. C'est un designer ambitieux. Et il y a une chose chez les designers, pour le peu que je connaisse des designers produits, pour eux, c'est très important, effectivement, de ne pas s'enfermer dans un domaine. C'est-à-dire que dessiner, je rigole à peine en disant, mais le designer qui arrive à révolutionner le balai de chiottes ou le cure-dent, c'est vraiment très prestigieux pour un designer de travailler sur des objets du quotidien, comme un couteau de cuisine, une chaise et des choses comme ça, et de travailler également dans le luxe. Et je pense que tu as également raison, Patrick. C'est pas qu'il se faisait chier, mais même si chez Apple, il a pu créer... Ce qu'il est arrivé aussi... Enfin, il est arrivé chez Apple à un très bon moment, c'est que après les ordinateurs, Apple a commencé à s'ouvrir et à fabriquer des objets du quotidien. Il était très impliqué dans la montre, par exemple. Johnny Ive, il était très impliqué, mais je pense que la montre a montré à Johnny Ive la limite où il pouvait pas aller. C'est-à-dire, chez les designers, il y a un prestige à fabriquer des objets de très haut luxe. Et c'est la première génération d'Apple Watch à $18 000, c'est pas vendu du tout. C'était, lui pensait qu'il allait pouvoir porter Apple même dans ce territoire du luxe, du vrai luxe. Je parle pas des smartphones au prix d'un SMIC, parce que ça c'est pas du luxe, c'est juste de l'indécence. Mais je parle du vrai luxe, les produits à 20 000 euros et tout. Et qu'il a envie, on l'a vu récemment, il a désigné un Leica qui vaut 50 000 euros, des choses comme ça. Il a besoin il est toujours avec son pote là de l'Apple Watch, Houston ou je sais plus comment il s'appelle. Mais... Et je pense que effectivement là, il a juste envie de se faire un peu plus d'argent, d'avoir sa propre boîte, d'avoir Apple comme client, c'est pas mal comme départ, mais quelque part, il aurait très bien pu survivre. Enfin, avec le nom qu'il a. Enfin, il est aussi puissant que Stark dans le monde du design. Il peut coller son nom n'importe où, ça fera vendre le produit, quoi. Donc ça, c'est un pouvoir immense. Et juste, je termine là-dessus. Je pense, là, je vous prends tous les deux au contre-pied, que c'est une très bonne nouvelle pour Apple. Alors justement, c'est à ça que je voulais en venir. Ce que ça veut dire pour Johnny Ive, on n'est pas inquiet pour lui, c'est certain. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Apple, ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus dans le rendez-vous tech. On a évidemment cette image d'Apple qui est de moins en moins innovant depuis la mort de Steve Jobs. L'un des éléments qui restait, c'était Johnny Ive et ses designs iconiques, peut-être selon certains à défaut d'être innovants. Le fait de perdre Johnny Ive, c'est quand même ça change ce que peut faire Apple. Est-ce que c'est pas un coup dur pour Apple et finalement, moi, c'est un petit peu ce que je crois. Je ne sais pas si je crois que c'est un coup dur, mais ce que je crois, c'est que cette idée que Apple va continuer à travailler avec lui, avec sa société, c'est un coup vraiment à moitié de pillard pour dire non, il est encore là, même si c'est une transition. C'est pour faire la transition de manière la moins inquiétante pour les marchés et pour les consommateurs possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Apple? Et je te redonne la parole, Jérôme, du coup. Tu penses pas que ça va quand même changer des choses?
Moi, j'ai pas la même lecture que le leitmotiv qui est de dire Apple n'innove plus depuis la mort de Steve Jobs. Je suis, de manière choquante, on me l'a fait remarquer, de ceux qui pensent que le décès de Steve Jobs a été plutôt une chance pour Apple, dans le sens où Steve Jobs n'aurait pas pu accompagner Apple dans la dimension internationale qu'il a pris maintenant. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est quoi le succès d'une société ? C'est de faire des wow effects à une keynote ou c'est de vendre des produits? Si c'est de faire des wow effects à une keynote, on peut dire qu'Apple a perdu quelque chose avec la mort de Steve Jobs. Si c'est de vendre plus de produits et de devenir une société de la stature dont on la connaît aujourd'hui, on peut dire bravo Tim Cook. Et je suis pas certain, c'est mon analyse, que Steve Jobs aurait aussi bien fait que Tim Cook cette transition d'une société challenger de l'informatique à une société internationale qui maintenant va distribuer du service. Mais sans... et c'est pareil pour Johnny Ive. C'est bien, là, ça reboot Apple, ça va faire du bien, place aux jeunes. Il va falloir effectivement qu'ils mobilisent des nouvelles énergies en intérieur, mais c'est une équipe un peu vieillissante quand même. Il va falloir du sang neuf. On commence à en voir émerger du côté de l'Apple Watch, etc. Mais tu vois, j'ai pas encore retenu leur nom. Il va falloir que d'autres noms se créent et qu'aujourd'hui, on va dire la génération Steve Jobs, c'est pas un mal qu'elle parte. Tu parlais des Beatles. C'est triste que les Beatles se soient séparés, mais il y a eu d'autres groupes après. Et si les Beatles étaient restés, peut-être qu'ils auraient écrasé une créativité musicale qui ne demandait qu'à émerger, quoi. Ouais, je crois qu'on atteint les limites de l'analogie, mais je comprends ce que tu veux dire. Ce que je dirais, c'est que oui, Apple a grossi en poids financier, c'est certain, et vend beaucoup plus de produits, et Tim Cook a très bien managé la chose. En fait. Ouais, c'est sûr. Et même peut-être un petit peu au-delà de ça, mais des sociétés qui vendent plein de produits, il y en a des tonnes. C'est pas ça qu'on attendait et qu'on espérait d'Apple. C'était quelque chose de différent. Nous, technophiles. Mais non, bien sûr, mais c'est de ça qu'on parle. On parle du statut. En fait, j'ai peut-être mal formulé la question, mais le statut d'outsider, de troublion, de bousculeur d'Apple. Est-ce qu'on n'est pas en train d'en perdre le dernier architecte et je vais donner la parole à Cédric quand même de retour. Il y a une vraie préoccupation là-dessus et Apple, je pense, va rester une société qui est hyper puissante et hyper importante dans le monde de la tech, mais est-ce qu'ils ne sont pas du coup en train de se diriger un petit peu plus vers ce qu'ils étaient en train de devenir, j'ai l'impression, c'est-à-dire une société qui font des bons produits comme toutes les autres sociétés de cet environnement, Google, Microsoft, etc., mais qui bouscule moins les choses, quoi. En fait, il faut voir un truc, c'est que même si Apple, effectivement, est une société qui bouscule les choses, tout ça, machin, il y a quand même une vraie grosse culture globale de l'expérience utilisateur et qui passe par le design. Que ce soit au niveau des interfaces, que ce soit au niveau du matériel, même si parfois ils se sont plantés, hein, rappelez-vous l'iPod Shuffle sans écran, ce genre de truc, où tu te dis en termes du X, c'est pas incroyable. Je vais même aller plus loin, excuse-moi, je t'interromps. Il y a plein... Alors, je vais te laisser finir et puis je vais parler parce que je vais du coup dire ce que je pense vraiment après, mais vas-y, finis. Il y a beaucoup de choix qui ont été faits en défaveur de l'utilisateur pour des questions de design. La suppression des différents ports sur les ordinateurs qui a fait polémique. Rappelez-vous la suppression des lecteurs CD sur les iMac pour les rendre plus fins. Pour aussi des questions de design et l'idée de dire de toute façon plus personne ne les utilise, il est temps de les supprimer et ainsi de suite. Le courage d'enlever rappelez-vous, hein, le connecteur jack sur les téléphones qui avait fait grand bruit, bref. Tout ça pour des choix de design interne des fois, mais de design quand même. Ça fait partie de l'ADN quand même d'Apple. On ne sort pas un produit qui ressemble à rien. Ils sont assez souvent moqués des PC à l'époque, hein, des PC qui étaient que des cubes, des boîtes beige tristes quand eux sortaient des iMac, justement le premier grand produit de Flower Power, voilà, qui étaient gays, colorés et qui changeaient de l'informatique traditionnelle. Non, mais c'est exactement de ça qu'on parle. C'est Johnny Ive qui avait mené cette révolution. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que
Johnny Ive, il a fait des enfants dans son équipe et dans tout ça. Donc, d'accord. Oui. donc il y a un héritage. Non, mais il y a un héritage, Johnny Ive chez Apple. Et je pense pas que le fait qu'il parte, tout d'un coup, les produits vont ressembler à des PC moches, tu vois. Je n'y crois pas une seconde. Que en plus, alors évidemment, on nous dit ils vont continuer à travailler avec lui, tout ça. Il sera peut-être que là pour donner sa vision et Apple l'appliquera ou pas d'ailleurs, tu vois. Mais il continuera à donner sa vision, à expliquer comment il voit le produit. Et ensuite, c'est l'équipe de design interne à Apple qui fera les choix et qui s'occupera de ça. Et puis, il faut pas oublier un truc, on parle du bon goût de Johnny Ive, mais il n'y a pas que du bon goût. Hein. Non, il y a eu des foirages, tu parlais de la souris, il y a eu des erreurs de design qui sont quand même énormes chez Apple, la poubelle noire, la souris, souvenez-vous quand même... La poubelle noire, c'est le Mac Pro d'avant, de 2013. Moi, par exemple, j'ai eu toute une époque où, effectivement, ancien graphiste, les produits étaient jolis, mais alors, l'interface avec des galaxies pourpres, violettes dégueulasses, là, on aurait dit un jeu vidéo des années 80, il y a toujours eu un mélange d'ailleurs de mauvais goût et de bon goût, je trouve, chez Johnny Ive. Et je trouve que, au contraire, moi, les produits qui sont sortis récemment, que ça soit d'ailleurs en service, en software ou en hardware, ont une sobriété qui me plaît plus. Là, je suis en train de regarder le fond d'écran d'iOS 13. Ça me plaît plus que des fonds d'écran que j'ai vus sous l'ère Johnny Ive, quoi. Oui, je pense qu'il a évolué parce que c'est un gros fan de rétro, hein, Johnny Ive. Ouais. Il faut pas oublier ça. Hein. Moi, la partie qui me plaît chez lui, c'est justement le fait qu'il s'intéresse beaucoup à l'automobile et aussi, je suis passionné de ça. Et il fait partie d'un jury, entre autres, qui juge des vieilles voitures. Et qu'elle, pour le coup, c'est en termes de grandiloquence, de cuir, de chrome à l'intérieur et tout ça, de boutons, de machin, on peut pas dire que ce soit la sobriété absolue. Et il y a toujours eu, c'est un peu ce truc-là chez lui de retrouver des choses très modernes, très simples, très pures. Et d'autres, et parfois au milieu, tu te retrouves avec quelque chose qui fait pas du tout moderne ou est un peu rétro, voilà. Et bon, il y a eu, comme on dit, il y a eu du bon, du mauvais. Et je pense sincèrement que dans ses équipes, il a formé des gens l'ont suivi pendant des années. Pour moi, c'est pas la fin. Vous n'êtes pas inquiet, ouais. Moi, je dirais. Et peut-être même que justement, ça va libérer la créativité. Moi, je dis même, c'est une bonne nouvelle, moi, je pense. Ouais, moi je crois que je suis au final sur le raisonnement, je suis pas sûr qu'on est tous les trois d'accord, mais sur les conclusions, on se retrouve quand même. J'ajouterais à la liste des produits douteux l'obsession de finesse qui a conduit au problème de clavier avec les MacBook Pro, que moi j'utilise, mais je suis conscient qu'il y a effectivement ce souci. Les claviers, ils sont pas bons, ils en ont eu 3 itérations et ils bon clavier avant. C'est ça. Il y a la touch bar qui, mine de rien, est plus flash que fonctionnalité. Et bon, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres. Il y a des choses excellentes comme les AirPods. Mais la batterie du Bossu sur les iPhones, c'était pas mal aussi. Hein. C'est moche. La batterie du Bossu ? Oui, la batterie externe avec batterie supplémentaire. Là, oui. Ouais. Mais disons que, d'une manière générale, on a tendance à idéaliser le travail de Johnny Ive. Il y a eu des erreurs aussi, et je suis sûr qu'il continuera à y en avoir. Mais peut-être même que le fait que cette obsession de la forme sur la fonction a été poussée un petit peu trop loin, peut-être en partie parce que Steve Jobs ou d'autres n'étaient pas là pour lui dire non, parfois. Et que là, oui, je suis d'accord, ça renouvelle un petit peu les choses, ça rafraîchit l'équipe. On a désormais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, Johnny Ive était passé responsable. Il était déjà du design industriel, mais aussi des interfaces homme-machine. Des interfaces, oui, pour iOS 7. Exactement, 7 ou 8, je ne sais plus. 7. Et toutes les interfaces homme-machine passaient par lui aussi. Et certains ont dit, ah oui, mais du coup, maintenant, il y a quelqu'un qui fait le design industriel et quelqu'un qui fait les interfaces. C'est Evans Hankey pour le design industriel et Alan Dye pour les interfaces. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une personne, on a vu Marco Arment dire ça, il n'y a pas une seule personne qui s'occupe du design. Ok, mais c'était déjà le cas il y a juste quelques années avant que les interfaces passent sous Johnny Ive. Donc,
je crois que je reste convaincu quand même. C'est Scott Forstall, je crois, qui s'occupait de. Ah oui, ça, non, mais ça, c'était. Partie. Oui, ça, c'était. Du skeuomorphisme, rappelez-vous. Voilà, c'était le skeuomorphisme à outrance. Et là, c'était clairement quelque chose qui était nécessaire. Mais je crois que je reste convaincu que Johnny Ive, comme Steve Jobs, a un œil, un goût, un savoir-faire de design qui sont difficilement réplicables. Je pense que, à moins qu'ils aient réussi à dénicher un autre génie, que l'un de ces deux ou d'autres dans leurs équipes soit aussi brillant, clairement, il va peut-être y avoir moins de choses qui vont être surprenantes. Ça ne veut pas dire que ça donne pas de nouvelles opportunités. Moi, je pense qu'on risque de se diriger vers quelque chose de, comme je disais, plus comparable à ce que font les autres boîtes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des opportunités, on verra. Et puis, on va conclure, parce qu'on a déjà passé un moment là-dessus. Mais vas-y, Jérôme. Non, j'allais enchaîner sur autre chose. Donc, en deux mots. Plus rien à dire. Non, on est censuré ici, c'est inadmissible, je m'en vais. Allez. Voilà, j'en ai marre. La voix du peuple n'a plus son expression. C'est une dictature. Quels sont pour vous les deux objets Apple de l'ère Hive que vous préférez? Je donne les miens, comme ça je vous coupe l'herbe sous le pied et vous devrez chercher. Moi, c'est le Pencil 2 et les AirPods. Cédric? Oui, moi les AirPods aussi. Et le dernier iPad Pro. Ok. Moi, je dirais, je vais remonter un petit peu plus loin. Je vais dire les AirPods. Parce que c'est devenu, le fait de les faire blancs, c'était tellement inattendu et bizarre, et c'est devenu un phénomène de société. Et les AirPods, dont j'ai chanté les louanges dès que je les ai eus dans les oreilles, à une époque où tout le monde continuait à les trouver complètement ridicules, et c'est vrai qu'ils ont l'air un peu cons, mais c'est un produit tellement bien designé. Tout le monde en a aujourd'hui. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Tout le monde a l'air con. Hein. Aujourd'hui, c'est ça. C'est l'avantage. Au moins, quand tout le monde a l'air con, t'as plus l'air con. T'as plus l'air con, exactement. Mais c'est vraiment devenu un symbole de personnel et de société, et c'est assez bon. Et bien sûr, je pense qu'on peut pas oublier le premier iMac qui, les jeunes ne s'en souviennent pas, mais le premier iMac translucide, ça a complètement, ça a influencé le monde. C'était fou. Enfin, il y en a eu plein, il y en a eu tellement que. Bon, en 2 minutes, pour finir sur Apple, la bêta publique de iPadOS est disponible, enfin de tous les OS. Cédric, je sais que tu l'as installé et désinstallé parce qu'il marche pas très bien avec LumaFusion, que tu utilises beaucoup. Donc peut-être à Jérôme qui utilise son iPad énormément. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle version de l'OS maintenant que tu l'as utilisé un petit peu ? Mon iPad est mieux que mieux. Non, mais quand j'avais eu le dernier iPad Pro, j'en avais déjà chanté les louanges dans une vidéo. Et je trouvais que iOS 12 avait fait faire énormément de progrès à l'iPad dans ses fonctions de productivité. Là, ils ont encore poussé plus loin et c'est très élégant ce qu'ils ont fait. Il y a des trucs un peu déroutants. Il y a une petite courbe d'apprentissage quand même. Mais c'est super malin ce qu'ils ont fait. Et puis, bien évidemment, le fait de pouvoir avoir un disque dur externe, ça paraît con. Hein. Ils auraient dû le faire il y a 6 ans, mais ça ouvre beaucoup de possibilités, tout en gardant ce côté sécurisé d'un iPad. Hein. C'est pas non plus, je vais pas pouvoir installer des points exe sur mon iPad et foutre le Bronx. Non, il est vraiment bien iPadOS. En tout cas, pour ceux qui veulent tester d'utiliser un iPad en productivité, c'est bien. Pour ceux qui regardent Netflix sur un iPad, ça changera rien. D'accord. Voilà. Moi, j'attends encore un petit peu. Je trouve que c'est intéressant, qu'il y a des choses pas mal. Mais je crois qu'encore une fois, les avancées d'utilisation promises lors de la keynote se sont retrouvées un petit peu déçues de mon côté, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Et comme c'est à chaque fois le coup, et à chaque fois je me dis « Oh, là c'est bon, on va pouvoir », finalement... Moi, je peux pas, mais il y a quand même des avancées. Et à force de faire des avancées à chaque fois, ça finit par arriver quelque part. Plus lentement que ce qu'ils promettent, mais ça finit. Donc, on verra, on en reparlera certainement quand ils sortiront à l'automne, tous ces OS.
Écoutez, on va faire une petite pause rapide pour vous parler de Patreon. Vous savez que Patreon est un système qui permet de financer les contenus que vous appréciez. Comment ça marche ? C'est très simple. Vous allez sur patreon.com/rdvtech, vous décidez combien d'argent vous donnez, $1, $2, $3. Vous décidez combien d'épisodes vous soutenez par mois, vous décidez absolument tout, vous avez le contrôle et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. À la fin du mois, l'argent que vous avez payé vous est retiré de votre compte, donc cette petite somme, et vous avez contribué à l'épisode, à l'émission. Vous avez accès à des contenus bonus, à des discussions, peut-être à des différents bonus en fonction de votre niveau de contribution, et vous avez surtout l'immense plaisir de soutenir le Rendez-vous Tech de la meilleure manière qui soit. C'est le système de financement le plus sain de la Terre, et je vous remercie infiniment de le faire. Comme je le disais la dernière fois, je disais oui, mais si vous appréciez l'émission, si vous l'écoutez depuis quelques semaines, quelques mois ou plus longtemps, et que vous devriez expliquer à votre conjoint ou conjointe ou vos enfants ou vos parents pourquoi vous ne donnez rien du tout à l'émission, essayez d'expliquer. Si vous n'y arrivez pas, peut-être que ça veut dire que vous devriez considérer l'idée de donner une petite somme. Je disais ça, et sur Twitter, il y a quelqu'un qui m'a répondu « Écoute, j'ai essayé de le faire, j'ai pas réussi, donc je suis devenu Patreon. » Donc super, mon stratagème de folie marche complètement, donc je le renouvelle. Merci à tous ceux qui choisissent de soutenir. Le lien est juste dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Vous y allez, même sur votre mobile, ça se fait en 2 minutes, montre en main, et vous aurez fait une bonne action pour cet été. Je pense que vous en serez fiers et heureux à l'avenir. En plus, on m'a dit que ça rend beau et intelligent de soutenir l'émission sur Patreon. Donc moi, je sais pas, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ça marche pas toujours, hein. Cédric, si, toi, t'es beaucoup plus beau et beaucoup plus intelligent. Oui, ça va. Oui. Jérôme est moins convaincu, mais faites le test par vous-même, vous verrez. Pourtant, je me mets du Patrick sur le visage tous les matins, mais... On va avancer donc dans les sujets. De quoi on va parler ? Ah oui, Huawei. Donc ça y est, comme on dit en anglais, the other shoe has dropped. Le cher Donald Trump était en train de discuter avec Xi Jinping il y a quelques jours de ça, et ils ont conjointement annoncé que les sociétés américaines pouvaient recommencer à vendre du matériel à Huawei et que les sociétés américaines pourraient s'équiper en matériel Huawei à titre provisoire pour le moment, et avec un petit astérisque qui n'est pas tout à fait clair, c'est uniquement pour le matériel qui n'est pas critique. Et on ne sait pas ce que ça veut dire, le matériel critique. On a pensé à de l'infrastructure 5G, notamment. Mais ça semblerait remettre du poids dans le côté de la balance qui dit c'est une stratégie de négociation commerciale plutôt qu'une vraie préoccupation sur la sécurité que pose ces matériels Huawei. En même temps, il y a un rapport qui a été publié récemment qui a fait une étude, selon une étude qui a étudié, donc, excusez-moi, je me perds, des milliers, des dizaines, enfin une dizaine de milliers de firmware de plein de sociétés différentes, de matériel de plein de sociétés différentes, et il confirme que le matériel Huawei est moins sécurisé. Alors, par erreur des programmeurs peut-être, et il n'y a pas visiblement de failles clairement intentionnelles, mais moins sécurisé de manière significative que le matériel des concurrents. Et là, ça repose du coup la question, parce que l'un des éléments qui est très problématique, c'est que dans certains cas, les updates des firmware ajoutaient des failles plutôt que d'en supprimer. C'est-à-dire qu'il y en avait plus après l'update qu'avant. Du coup, je crois qu'il est toujours difficile d'y voir très clair. Ce qui est sûr, c'est que Trump est en train de dire « Ouais, c'est bon, on va se démerder, vous inquiétez pas, on va se démerder, sauf pour le matériel critique, mais bon, on va se démerder. » Donc, je sais pas, est-ce qu'on est plus avancé ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Cédric, tu avais l'air d'avoir un avis ? Non, mais en fait, c'est honnêtement, tout ça là, c'est pas du tout une question technologique à aucun moment.
C'est purement la façon de négocier qu'a Trump. Il a dit OK, Donc toi, premier fabrique. Du côté, c'est une stratégie de commerciale. Clairement, en fait, ces mecs-là, Huawei devient en plus, c'était devenu le deuxième constructeur mondial devant l'américain Apple, machin et tout ça. Ils se sont dit, c'est un bon moyen de taper une grosse boîte chinoise et en gros de prendre en otage Huawei dans des négociations. Négociations de taxes et finalement de contrats commerciaux avec la Chine, c'était le moyen de prendre en otage l'une des plus grosses sociétés chinoises. Tu vois, ils l'ont pas fait avec Xiaomi et autres parce qu'ils sont insignifiants, ce sont des gouttes d'eau, mais ils auraient très bien pu le faire. Non, mais ils l'ont fait avec ZTE il y a un moment. C'était... Voilà, exactement. C'est la même chose, sauf que là, Huawei, c'est gros. Maintenant, Huawei est devenu quand même très très gros dans le smartphone et la téléphonie. Sans refaire toute la théorie, Cédric, donc, voilà. Sans refaire toute la théorie qu'on a déjà fait depuis des mois avec ces idées, toi, en fait, la déclaration de Trump, là, te confirme ça, quoi. Ça t'apporte pas... Oui, c'est ça. En plus, il y connaît rien, Trump. Non, mais ça, c'est comme tous les présidents. Enfin... Non, mais je suis d'accord. Mais donc, du coup, vous inquiétez pas, on va gérer, machin. Enfin, c'est complètement con. Jérôme, t'es aussi dans le camp du c'est complètement con ? Moi, en tout cas, là où je suis d'accord avec Cédric, c'est que pour moi, et depuis le début, ça ne repose pratiquement sur rien technologiquement. On est dans de la négociation en tordant le bras de l'adversaire. C'est la technique Trump. À court terme, il va obtenir des très bons résultats. Et ça va nous faire chier. C'est qu'il va obtenir ce qu'il veut des Chinois. À moyen et à long terme, par contre, c'est désastreux pour l'ensemble du domaine. La confiance, effectivement, parce qu'une des bases du commerce, c'est pas de négocier, c'est la confiance. Et aujourd'hui, Trump, en gros, peut dégainer l'arme. Vous êtes un danger pour la sécurité nationale. Il peut le dégainer envers n'importe quel concurrent qui le fait chier. Et ça, je pense que tous les pays, toutes les industries ont bien retenu la leçon. Oui, c'est ça. Et travailler avec des boîtes américaines, maintenant, ça va devenir très compliqué. Ils vont continuer à travailler avec des boîtes américaines parce qu'ils sont obligés pour l'instant. Mais je pense que Xiaomi va le développer, son OS, et va construire le tissu industriel qui lui manque en Chine pour plus que ça se reproduise. Quelque part, ZTE était un coup de semonce. Huawei n'avait pas retenu la leçon, et la Chine non plus. Trump leur a tordu le bras, mais il n'a pas su lâcher du lest au bon moment. Pour moi, il est allé trop loin dans de la négo de cow-boy, quoi. C'était de la négo avec le flingue sur la tempe, quoi. Et du coup, on a une ambiance dégueulasse maintenant. Je dirais que je pense que vous avez tous les deux raison, et comme on le dit dans cette émission depuis le début, il y a un petit peu des deux peut-être, mais je reste quand même, je pense que oui, ça va créer des problèmes pour le futur parce qu'ils vont développer leurs solutions propriétaires, c'est sûr. Je crois qu'ils auraient pu y aller de toute façon, et je pense que cette préoccupation de la sécurisation des matériels Huawei n'est pas complètement usurpée. La preuve, la qualité de leur firmware est un petit peu préoccupante, et ne serait-ce que ça, peut-être qu'ils vont maintenant y prêter un petit peu plus attention, et c'est une bonne chose, parce que, bon, bref, mais... Au-delà, je crois que la seule véritable réponse, c'est le partenariat commercial qui continue, et aucun des deux ne peut aujourd'hui se passer de l'autre. Peut-être que ça changera à l'avenir, mais ça aurait changé de toute façon. On a vu par exemple que Apple a décidé d'aller assembler ses nouveaux Mac Pro en Chine, là où ils étaient assemblés aux États-Unis jusqu'à pour le Mac Pro de 2013, donc ça fait un moment, mais ils avaient un contracteur qui l'assemblait aux États-Unis. Là, ils vont retourner en Chine. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Broadcom, ils en ont besoin en Chine. Tous ces éléments, Intel, ils en ont besoin, etc. Tous ces éléments de coopération commerciale font que le système fonctionne à un niveau mondial. Et ça, je ne pense pas que ça s'arrête. Et surtout si, finalement, les US trouvent un accord avec les Chinois, quoi. Mais bon. De toute façon, aujourd'hui, aucun pays, même de la taille de la Chine ou des États-Unis, peut construire un écosystème industriel autour de la tech en autarcie.
Le monde s'est mondialisé. On me l'a dit hier, c'est les théories de Ricardo en économie. Donc je pose ma science. Je sais même pas qui est Ricardo, mais ça a l'air cool comme nom. Mais tout ça pour dire, les pays ont des spécialités. Les industries n'ont plus de frontières déjà dans la tech. Donc de dire on va ramener la prod aux États-Unis ou en France produisant la tech, c'est juste impossible. Ouais, Ça c'est ce qu'on disait n'existe depuis le plus, début quoi. de cette histoire. Ouais. Voilà. Ouais. Parlons un petit peu de DRM, de Digital Rights Management. Les livres achetés chez Microsoft sont inutilisables, illisibles, puisque les serveurs de DRM de Microsoft sont en train d'être fermés pour cette catégorie en tout cas, et ça a créé une levée de bouclier énorme du côté de tout l'Internet en disant « Ah voilà, les dangers des DRM, c'est dramatique, c'est machin ». Je ne veux pas minimiser les problèmes que posent ces questions de DRM, mais dans le cas du Microsoft Store, c'est-à-dire qu'en théorie, oui, ça peut provoquer énormément de problèmes. Dans le cas du Microsoft Store, ils ont remboursé les livres que les gens avaient achetés et ils ont donné un petit peu plus d'argent si vous avez fait des annotations, machin. Alors oui, vous aurez plus accès à vos livres, mais on a le choix, quoi. On peut acheter un livre en papier. Si on n'avait pas le choix du tout pour les livres, pour les DVD, etc., ça serait peut-être un petit peu plus chiant. Mais là, on peut toujours acheter des livres en papier. Si on choisit de les acheter par ce biais, c'est un autre mode d'utilisation. Là, Microsoft rembourse les livres qui ont été achetés. Je crois qu'il n'y a pas, dans ce cas précis, à crier à l'assassinat. Les discussions sur les théories des DRM restent importantes, et qu'est-ce que ça provoque dans notre rapport à la propriété. Je suis d'accord, si vous achetez quelque chose qui a des restrictions d'utilisation dessus et qu'un jour le serveur que doit appeler le logiciel pour s'assurer que vous avez l'autorisation de lire le contenu, si le serveur meurt ou que vous n'êtes plus connecté à Internet, au bout d'un moment vous ne pourrez plus utiliser votre contenu, ok. Mais je crois qu'on le sait, ou si on ne le sait pas, il faut le savoir et faire son choix en connaissance de cause. Et les DRM ont aussi créé Dans un monde idéal, on n'aurait pas besoin de DRM. Je crois que malheureusement, dans certains cas, pour des raisons qui ne sont pas forcément complètement justifiées, on en a quand même besoin. Et ça a créé énormément de choses, ça a permis énormément de choses. J'ai pas cette vision hyper unilatérale des DRM comme une sorte d'instrument du diable. Est-ce que vous êtes un petit peu plus véhément sur les DRM ou pas? Je sais pas qui veut prendre le... Jérôme, vas-y. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que effectivement, aujourd'hui, avec la dématérialisation, j'ouvre un petit peu le chose aux produits, par exemple, sur Kickstarter, qui se plantent au bout d'un moment et qui, t'es obligé d'être connecté à un serveur, ils disparaissent et du coup, le produit, il marche plus. C'est un peu comme un livre que tu pourrais plus lire parce que la société qui a émis ce livre numérique n'existe plus. Je pense qu'on pourrait faire voter des lois il y a une obligation pour ces sociétés qui vendent des produits dématérialisés de laisser les choses en open source derrière, ou en tout cas un accès, une obligation d'accès, même si la boîte en elle-même disparaît, ou de donner le code source. Et donc, pour moi, les DRM rentrent là-dedans. Quelque part, Microsoft aurait très bien pu libérer les DRM, en tout cas pour les gens. Je sais, c'est compliqué techniquement, on va me dire c'est pas possible et tout. Moi, je raisonne d'un point de vue de consommateur. Tu dis ils ont été remboursés, ouais, mais c'est comme si on te disait que tu avais acheté un truc, mais bon, on va vous le reprendre, on vous donne un petit peu d'argent, et que tu avais créé un attachement, je sais pas, à ce livre ou qui te servait. Oui, il y a des limites quand même dans ces analogies, parce que, comme je le disais, d'une part, tu as le choix d'aller acheter un livre physique, et puis là, tu peux partir sur des extrêmes et des analogies. C'est déjà très très rare ce qui est en train de se passer avec le Microsoft Store. La raison pour laquelle ils le ferment, c'est qu'il y avait quasiment personne qui l'utilisait. Bien sûr, on va avoir une personne qui l'utilisait, qui va nous envoyer un mail en disant « Si, moi je l'utilisais ». Ok, évidemment, il y en avait. Mais tu prends des exemples qui sont pas extrêmes, mais qui sont rares, et on en tire des conclusions sur l'ensemble des DRM. Non, ouais. Ce que je veux dire, c'est que même si c'est une petite exception, un petit truc, aujourd'hui, on va basculer de plus en plus dans des biens immatériels qu'on achète, et le consommateur, aujourd'hui, a besoin de garanties.
C'est juste ça que je veux dire. Je parle même pas que le Microsoft Store, mais aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'avoir la garantie que mon produit durera, même si la société qui me l'a vendu ne dure pas. Bah, il y en a pas avec les DRM. Ça ne marche pas comme ça. Donc ton choix, c'est pas de forcer la non-utilisation des DRM. Ça, tu le fais en n'en achetant pas des produits DRMisés. Tu le fais en allant acheter des CD qui sont toujours disponibles, ou même des MP3 qui n'ont pas de DRM. Tu le fais en achetant des livres physiques. Tu vois, c'est ton choix, il existe. Il est juste pas celui que tu aimerais. Mais bon, ça, c'est pas comme ça que les choses marchent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si les gens n'achetaient pas des DRM, des trucs avec DRM, eh ben, peut-être que ça ferait bouger le marché, mais ça rend des services que les gens apprécient. Mais c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est que ça soit les DRM ou autre chose, c'est pas des bons signaux pour le marché du dématérialisé que de dire vous aviez qu'à acheter une version papier. Ouais, ce que je veux dire, c'est que je crois que le marché du dématérialisé se porte très bien, même avec les DRM. C'est ça mon... Tu vois, on prend l'exemple du Microsoft Store, effectivement, parce qu'il est problématique, mais il est très rare. Oui, enfin, on pourrait parler des jeux... Enfin bon, on va pas... Non, mais t'as raison, on pourrait parler de jeux vidéo. Sur la durée de vie des jeux vidéo, l'obsolescence programmée d'un bien immatériel, c'est un peu ce que donne comme signal ce genre d'histoire. Cédric, t'es aussi méga anti-DRM. Steam s'arrête, c'est génial. Pardon ? Le jour où Steam s'arrête et tu perds tout ton catalogue de jeux, c'est génial. C'est sûr. Mais ouais, anti-DRM, oui. Clairement, après, notre modèle de consommation a un peu changé, et moi y compris pour les livres. Quand on voit Netflix, quand on voit Apple Music et tout ça, on sait qu'on ne possède pas l'objet et qu'on est dans un modèle de location, donc avec DRM. Et quand j'arrête le service, j'ai plus du tout accès au contenu, mais j'ai pas la sensation de l'avoir acheté pour mes 9 € par mois ou 14 € par mois pour Netflix. Enfin, j'ai pas cette sensation. En gros, j'ai l'impression que pour ces 14 € par mois, j'aurais consommé plus que ce que j'avais acheté à l'unité, toutes les séries que je regarde ou tous les films que je regarde. Et donc, l'idée de la non-possession, finalement, me dérange pas. Par contre, dans le cas effectivement d'un morceau de musique acheté, je comprendrais pas que lorsque le service s'arrête, je ne puisse pas en garder la possession. Sinon, ça signifie que je l'ai payé aussi cher que si je l'avais acheté à la FNAC. Je dis une bêtise, un CD à la FNAC. Et en plus, j'en aurais plus la possession parce que réellement, j'avais acheté juste un droit d'utilisation le temps que le service fonctionne. Et ça me pose un problème, tu vois. Donc, bon, aujourd'hui, oui, on se dit les DRM, ça fait chier. Tu vois, le Kindle, par exemple, si tu achètes des bouquins sur Kindle, et si demain Amazon dit bah nous on arrête, tes bouquins sont plus visibles, tu les perds et c'est terminé, c'est un peu chiant. Mais inversement, tu vois, même pour les bouquins, quand je vois qu'avec Prime, tu as droit à 2 bouquins par mois et tu les gardes pas, mais en gros tu les lis et puis tu les gardes pas, mais c'est compris dans ton abonnement. Enfin, si tu veux, pour moi, l'abonnement... les DRM sont valables si tu utilises un abonnement et si la valeur perçue par rapport à ce que tu as payé n'est pas la même que si tu avais acheté le livre en lui-même, quoi. Tu vois, si ça me coûtait aussi cher que d'acheter 2 livres par mois, je n'irais pas. Donc, je pense que tu l'as mieux expliqué que moi, les avantages que créent les DRM, en fait. Tu l'as beaucoup mieux expliqué que moi, donc merci. Ça crée des choses qui n'auraient pas pu exister sans. Quand on ne réplique pas exactement pile le même modèle que... Là, on est sur de la location, les DRM existent, c'est normal. Il faut que... C'est comme quand je vais louer une trottinette. Hein. Si le mec n'a pas le moyen de la verrouiller à distance ou de la localiser, autant te dire que pour 10 balles, j'ai une trottinette électrique. Ça revient à voler l'objet. Donc là, c'est un peu pareil. Oui, mais c'est ça. Mais si on devait comparer une économie un peu semblable de location. Mais là, pour moi, les DRM ont permis l'avènement de ça, de la location, de l'accès à la culture moins cher. En gros, c'est un désavantage, mais qui offre un avantage pécunier. Alors après, effectivement, si je veux acheter l'objet, je ne comprendrais pas qu'il y ait des DRM ou que je ne puisse pas l'utiliser comme je l'entends. Non, mais c'est le cas. Pour revenir du côté de Jérôme, il y a plein d'objets qu'on pense acheter, mais qu'on est en fait qu'en train de louer. Tout ce qui est films achetés sur iTunes, tous ces livres-là, on pense les acheter, mais en fait, c'est pas le cas.
Attends, après, moi je suis 100% d'accord avec Cédric. Quand le contrat est clair et que c'est de la location, la perception par le consommateur, ok, le service disparaît, bon bah Voilà. c'est comme ça. Mais, et ce que dit Cédric, il a tout à fait raison. Cédric, président. Finalement, c'est cette période intermédiaire de la dématérialisation, où pour vendre du dématérialisé, on nous a fait croire qu'on allait posséder, alors que comme tu le dis, Patrick, c'était pas vraiment posséder le truc, quoi. Non, on a un droit d'usage. Il y a eu un mensonge dans le contrat, et c'est ça que je dis qui a donné un mauvais signal. C'était les toutes petites lignes en bas du contrat. Vous avez une licence d'utilisation. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc de transition. C'est encore le cas aujourd'hui. Les gens qui achètent, peut-être qu'ils le savent plus ou moins, mais les gens qui achètent entre guillemets des films sur iTunes. Alors ensuite, on fait confiance à la société en question ou pas. Mais non, pas la musique. Mais les gens qui achètent des livres sur iTunes, des jeux sur le PlayStation Store, tous ces trucs-là, pardon, pas des livres sur iTunes, des films sur iTunes ou des séries sur iTunes, quand c'est Netflix et que tu as accès au truc... sur téléphone, hein. Ouais, par exemple, tu les as, t'as le droit de les utiliser pour le temps de la durée de ta licence qui est indéfinie, mais qui peut être révoquée. Bon, bref. Regarde Windows, regarde les gens qui utilisent encore des téléphones sous Windows. Quand tu vois que WhatsApp va cesser de fonctionner, je crois qu'ils sont plus très nombreux. Hein, mais... Oui, non, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui auraient pu acheter des applications se retrouvent avec des applications inutilisables et de l'argent dépensé. Donc c'est pareil. Bon. Hein, tu vois, si un jour demain Apple dit on arrête les téléphones, on arrête les mises à jour d'iOS et les apps fonctionneront plus, Voilà, le problème, c'est que oui, il y aurait peut-être des solutions, juste vendre les trucs et enlever les DRM. Effectivement, ça serait possible. Et je crois que concrètement, dans la pratique, ça changerait pas grand-chose parce que tous ces trucs sont déjà disponibles relativement facilement. Si tu sais où aller chercher sur le dark web, tu peux les trouver. C'est un petit peu chiant, mais c'est possible. Et si il y avait plus de DRM sur tous ces produits qu'on utilise, ça changerait pas concrètement grand-chose. Mais ce que les gens qui défendent ce genre de solution ignorent sciemment, c'est qu'il y a d'autres réalités qui sont les réalités des droits que veulent défendre chacun de ces acteurs économiques, qui sont importants aussi, n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas les prendre en compte, et que eux veulent avoir ces droits protégés, même si c'est artificiel, même si on peut aller trouver tous les contenus ailleurs relativement facilement. Et sans ça, ils voudraient pas se lancer dans le truc. Et c'est un truc à prendre en compte. C'est important de le prendre en compte. Donc, bref, bon, on va s'arrêter là sur les DRM. On pourrait refaire tout le débat sur les DRM pendant des heures, mais je vous propose qu'on avance. Parfait. Ok. L'UFC Que Choisir a déclaré la guerre à Android et en particulier à Google Maps sur Android. Ils ont fait une petite vidéo édifiante où ils vous montrent, regardez, Google garde vos données pendant des mois et des années. Ils savent où vous allez toute votre vie. Ils peuvent savoir absolument tout ce que vous faites. Alors c'est vrai, mais... Et ils disent, on va réclamer à Android 1 000 € par utilisateur, donc vous pourriez garder 1 000 €. C'est une technique qui, moi, me semble être quelque chose de vraiment... c'est un coup de com', en fait, de l'UFC Que Choisir. D'autant plus que... en gros, ils ont valorisé ça à 1 000 € par... Non, mais au-delà de ça, c'est genre, bon, on va trouver un gros, on va taper dessus, on va faire une vidéo qui fait du bruit. Autant j'adore l'UFC Que Choisir et je pense que ces organismes sont hyper importants, autant là, je trouve que ça a vraiment, enfin, quasiment aucune chance d'aboutir et ils le savent. Et... oui, Google garde nos données de localisation, mais ils nous fournissent les outils, comme on en a parlé depuis pas si longtemps que ça, mais ils les fournissent désormais pour supprimer automatiquement au bout de 3 mois ou 18 mois toutes nos données. Je trouve que c'est pas les trucs qui font avancer le suivi. En fait, le truc, c'est que il faut pas oublier un truc, c'est que ils disent que les informations sont collectées, certaines informations sont collectées sans l'accord explicite de l'utilisateur. C'est-à-dire que en gros, ils n'ont pas lu les petites lignes. Oui, et surtout, il n'y a pas un endroit pour accepter ou refuser ces petites lignes. Et accessoirement, ils ont révélé, c'est pas nouveau, on le savait, mais un téléphone sous Android te géolocalise 340 fois par jour en moyenne. Donc c'est colossal, mais en même temps, tu sais, c'est souvent c'est toutes ces petites fonctionnalités, vous savez, qu'ils ont rajoutées à Google Maps, du genre
le taux d'affinité, tout ça, les trucs dont on se dit ah c'est vachement bien pensé. Ça, mais en fait c'est fait comment? Quand vous restez 1 heure dans un restaurant, votre smartphone Android vous a localisé pendant 1 heure dedans. Il se dit bon il a déjà été dans ce restaurant. Quand je vais chercher un autre restaurant, vu qu'il a l'habitude de visiter ce type de restaurant, on va afficher un taux d'affinité élevé et ainsi de suite. Mais ces services-là, faut pas se leurrer. Comment est-ce que le sait Google? Il n'est pas devin. Ouais. Donc du coup, ça fonctionne par la géoloc, mais c'est pas précisé. Et c'est ça qui leur reproche. Moi, pour faire l'avocat du diable, je trouve qu'il y a une chose intéressante, mais je suis d'accord avec toi, Patrick, c'est un peu putaclic ce qu'ils ont fait, mais c'est putaclic dans le bon sens. Là, il y a le Sénat américain aussi. Je trouve ça très intéressant de commencer à mettre des chiffres sur notre data, de la valeur monétaire, pour qu'on se rende compte. Et aujourd'hui, si tu prends les calculs du Sénat américain ou ce calcul-là, le data d'une personne représenterait à peu près 250 € par an de valeur pour Google. Eh ben, je trouve que à des gens qui n'y connaissent rien et qui s'y intéressent pas comme nous, tu leur dis ouais ton smartphone Android, tu l'as payé pas cher, mais rajoute 250 € dessus que tu as payé en data. Ça donne une autre perspective. Je dis pas que c'est la vérité, mais ça permet d'ouvrir le débat, en tout cas, que nos data ont de la valeur. Donc autant qu'on marchande bien avec Google, quoi. Je trouve qu'effectivement, c'est une idée intéressante de chiffrer ces choses, et Google, on en parlait la semaine dernière, ils vont se battre bec et ongle contre cette idée, mais je pense que c'est une direction intéressante. Justement, à propos de données, Qwant, le moteur de recherche français qui ne vous traque pas, a dévoilé un système intéressant pour personnaliser vos résultats de recherche sans avoir vos données. C'est un système qui s'appelle Mask, avec un Q, comme le Q de Qwant. Pas de jeu de mots, Jérôme, s'il te plaît. Cédric non plus. J'ai rien dit du tout. Comment t'as fait pour lire alors là. Et donc, le système, c'est qu'en fait, ils mettent, je schématise, mais ils mettent les données de personnalisation sur votre appareil. Donc, évidemment, ça ne se transfère pas d'un appareil à l'autre. Si vous perdez votre appareil, vous avez perdu vos données de personnalisation. Mais vous en restez maître et elles ne sont pas existantes sur les serveurs de Qwant. Je trouve ça assez malin. C'est pas aussi utile que un système de personnalisation comme ceux des sociétés qui ont vos données sur leur serveur pour des raisons techniques facilement compréhensibles, mais ça me paraît être une manière pas de résoudre le problème, mais d'offrir certaines des possibilités qu'offrent ces autres sociétés aux utilisateurs d'un moteur comme Qwant. Ça commence avec les cartes, justement, je crois. Je ne sais plus, c'est un de leurs services qui va commencer. Ouais, c'est ça. Oui, ça va être tout ce qui est donné des cartes, justement. Tu vois, par exemple, ton domicile, ton boulot, tout ça. Ils n'ont pas ce genre d'informations, mais toi, tu les as en local sur ton application. Et donc, toi, tu récupères la donnée brute et c'est ton téléphone qui va faire le traitement. C'est ça, et qui va filtrer et tout ça. C'est pas mal. Moi, je trouve ça bien. Ouais, ils auraient pu faire un truc plus créatif avec genre, vous êtes peut-être là. Ou tu sais, ou te donner 3 points sur la carte. Vous êtes à un de ces endroits-là. Non, ça aurait été drôle. Oui, c'est vrai. Twitter a annoncé un changement de son interface pour la modération. Il y a depuis très longtemps une polémique sur le fait de supprimer ou non les tweets et les contenus d'utilisateurs qui ont un intérêt historique ou un intérêt sociétal, comme les personnalités politiques. Est-ce qu'il faut supprimer leur contenu s'ils contreviennent aux règles d'utilisation de Twitter ou pas? Et jusqu'à maintenant, Twitter ne les supprimait pas en disant « bah oui, mais ils ont un intérêt sociétal ». On pense évidemment au président Trump, mais à d'autres aussi. Cette règle s'appliquera aux comptes donc, de personnalités politiques, aux utilisateurs vérifiés et aux comptes qui ont plus de 100 000 followers. Quand ils contreviennent aux règles d'utilisation, Twitter ne va pas supprimer leur tweet, mais afficher une sorte de masque sur le tweet qui dit « ce tweet contrevient à nos conditions d'utilisation, vous pouvez cliquer ici pour le voir quand même, on ne le supprime pas pour telle et telle raison, mais en gros, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien ». Et je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est une bonne solution en fait. Je sais qu'il y a des gens qui se disent ah mais qu'est-ce que c'est que ça, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde, s'ils font des trucs qui sont pas acceptés, il faut les supprimer.
moi, je trouve que c'est presque plus efficace. Alors évidemment, ça sert les intérêts de Twitter qui vivent sur la controverse et sur ce genre de trucs, qui amènent des utilisateurs et qui font circuler les tweets. On est d'accord. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a effectivement un argument valable à dire, ces tweets ont un intérêt au-delà du tweet lui-même. Supprimer le compte de Donald Trump, ça poserait d'autres problèmes que simplement le fait de supprimer le compte de Donald Trump. Toute personne un petit peu objective en conviendra. Mais le fait de les masquer en disant « là, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien », sans le supprimer pour qu'ils disparaissent de l'existence, moi, je trouve que ça me semble être un bon compromis. Peut-être que ça ne le sera pas dans la pratique, mais ça me semble être un bon compromis qui part à toutes les critiques. Genre, les gens qui crieraient à la censure, par exemple, c'est plus vraiment de la censure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le problème... Oui. Vas-y, Cédric, pardon. Je pense que ça va dans le sens où Trump a énormément critiqué Twitter en disant qu'il faisait taire les voix de certains conservateurs. C'est la mode sur toutes les sociétés de la tech en ce moment. Oui. Voilà, il leur tape dessus sans arrêt en disant que ce sont eux les fake news, il me fait rire. Rire ou pleurer, mais dans l'idée, il est pathétique. Et du coup, je pense que c'est une façon d'adresser ce truc-là. Facebook le faisait déjà, rappelez-vous, sur pas mal de choses, en disant attention, on vous signale que le contenu de la vidéo ou de ce que vous allez lire n'est pas est une fake news, ou tu vois, l'algorithme ne supprime pas forcément. C'est différent avec d'ailleurs ils auront moins de visibilité, mais c'est différent avec Twitter parce que c'est une personne qui dit un truc. C'est pas tout à fait comme les articles Facebook, mais non, tout à fait. Mais Facebook a mis en place. Ce que je veux dire, c'est que Facebook a mis en place un truc comme ça. Et Twitter était encore le dernier bastion de la fake news sans vergogne et on pouvait tout dire à haute voix sans que personne finalement ne puisse nous signaler. On peut signaler, mais c'était difficile. Oui, bien sûr, mais il se passait rien. Mais ça, excuse-moi Cédric, là ça change pas ça en fait. C'est que non, mais simplement ça affiche. Disons qu'ils ont une autre option. Ils peuvent sans supprimer faire. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça affiche que cette personne-là s'est mal comportée ou a diffusé de mauvaises informations, des fake news et autres. Et en fait, je pense que il faut pas se leurrer. C'est pas pour lutter contre les insultes ou racistes ou je ne sais quoi. C'est essentiellement pour la fake news. C'est clairement. La fake news, oui. Quand on relate des faits qui sont faux non, ou même par exemple le jour où Trump dit un truc sur les immigrés mexicains par exemple, c'est pas forcément de la fake news, mais tu vois, s'il dit un truc insultant, ça peut s'appliquer à ce genre de choses aussi. Twitter va mettre un truc, ça contrevient à nos règles et donc voilà. Ouais, mais il le fait pas vraiment. Il y a des fois, c'est justement très discutable. Non, mais il est à la limite. Je suis d'accord avec vous, il est très limite. Il est génial pour ça. C'est juste qu'il a une façon d'être limite et de pas. En fait, ça va être le problème, c'est que dans l'idée, je suis d'accord avec toi, Patrick. Ça me paraît. Ces trucs limites seront sans doute flagués. Là où ils étaient pas flagués, juste ils existaient tels quels jusqu'à maintenant. Ça me paraît une très bonne idée, mais il y a toujours une marge d'interprétation entre les guidelines de Twitter et ce que va dire quelqu'un. Donc mais encore une fois, jusqu'à maintenant, attends, je termine juste ma phrase. C'est c'est une manière aussi, on pourrait le dire, de faire de la publicité. Il y en a qui vont s'amuser à essayer d'avoir ce signal parce que ça va donner une forme de signature à ce qu'ils disent aussi. Et ces gens comme Trump qui savent très bien tweeter sur la brèche, où on sait pas vraiment s'il faut être outragé ou juste se taper le front. Enfin, on sait pas. Ça va être ça va les mettre encore plus en avant. D'une certaine façon. Ouais, je pense pas qu'ils aient besoin de... Enfin bon, disons que peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui vont l'utiliser pour dire « Ah, regardez, on m'assassine, on me censure », mais ils le font déjà. Et enfin bon, bref, on attendra de voir comment ça se passe concrètement pour le juger, mais il ne faut pas oublier que c'est une option en plus. Ils pourront toujours supprimer des trucs s'ils le souhaitent, mais là, ils avaient un vrai problème avec les grandes personnalités, et notamment Trump, où ils ne pouvaient pas supprimer simplement les messages de Trump. Le remède serait pire que le mal. Oui, je suis d'accord.
Ouais. Bon, on verra ce que ça donne concrètement. Et d'ailleurs, à propos de contrôle des réseaux sociaux, le gouvernement français a annoncé que Facebook avait conclu un accord avec eux pour dévoiler l'identité, donc entre autres les adresses IP et d'autres informations personnelles, de personnes françaises, d'utilisateurs de Twitter français, qui se rendent coupables d'incitation à la haine. Et c'est d'utilisateur Facebook, tu veux dire, tu as dit utilisateur Twitter. Ouais. Excusez-moi, oui, c'est Facebook, pas Twitter, donc qui se rendent coupables d'incitation à la haine. Alors, il faut comprendre que l'incitation à la haine est un crime très spécifique en France et dans d'autres pays européens. Ça n'est pas le cas aux États-Unis. Ce type de procédé était déjà utilisé pour le terrorisme et la pédophilie, mais c'est une première en France et a priori ça sera réservé à la France pour le moment, où on va pouvoir dévoiler l'identité des utilisateurs malgré le fait que Facebook soit une société américaine, etc. Et ils précisent que c'est uniquement pour la France parce qu'ils ne veulent pas que ces procédés soient utilisés par d'autres pays pour des fins moins nobles, on va dire. Mais c'est plutôt une bonne chose. Là encore, j'ai vu des analyses qui étaient ironiques ou critiques. Moi, ça me paraît pas mal. Évidemment, ça ne va pas résoudre tout le problème, mais c'est un pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme, peut-être ? Bah écoute, non, je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, c'est un pas dans la bonne direction. C'est vrai que bon, ça va être pays par pays, donc ça va rendre les choses un petit peu complexes. Mais de toute façon, il faut faire quelque chose. Ça peut pas continuer comme ça. Avec toutes les histoires qu'il y a, donc c'est Facebook, Twitter et tout ça sont obligés de prendre des mesures. Donc il y a du tâtonnement, il y a peut-être des choses qui seront pas top au début, mais là pour le coup, je pense que c'est bien qu'il y ait une négociation en tout cas entre Facebook et les pays et notamment la France, indépendamment d'une décision globale qui serait peut-être un petit peu tiède. Cédric, même avis ? Oui, non, pareil. Ouais. C'est très bien. Très bien, c'est bien, on est d'accord tous les trois sur ce coup, parfait. Ouais. Et puis il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des cas, on a vu des manifestations très importantes à Hong Kong qui sont organisées notamment par les réseaux sociaux et par Telegram. C'est intéressant, ils font par exemple des sondages pour dire où est-ce qu'on va se réunir la prochaine fois, puis les gens votent et quand ils ont voté l'endroit qui est le plus, qui reçoit le plus de votes, c'est là où ils y vont et c'est des manifestations qui sont organisées sans vrai leader, donc sans une personne à arrêter ou ce genre de choses. C'est juste un petit mot pour dire qu'il ne faut pas oublier que tous ces systèmes, alors là, ce n'est pas forcément Facebook spécifiquement, mais tous ces systèmes permettent aussi ce genre de choses et que si ce n'est pas géré de manière un petit peu prudente, les pouvoirs en place peuvent facilement obtenir les informations de ces personnes et que c'est pour ça qu'il faut être prudent dans la manière dont on implémente les mécanismes de livraison de données privées, quoi. Et puis, encore un petit sujet plus ou moins controverse. Vous connaissez les problèmes de ransomware, c'est-à-dire les logiciels qui s'installent sur votre ordinateur, qui bloquent tout votre ordinateur et qui vous demandent d'aller sur un site pour payer, pas forcément grand-chose au niveau individuel, quelques centaines d'euros pour débloquer. Ils infectent de plus en plus de villes et 2 villes aux États-Unis ont décidé de payer entre 5 et 600 000 dollars à ces malfaiteurs pour débloquer leur système. Et ça pose énormément de problèmes parce que, évidemment, ça encourage les malfaiteurs, mais en même temps, il faut bien comprendre les problèmes que ça pose à ces administrations. C'est que la ville est complètement bloquée et ça peut durer des semaines. Dans certains cas, ça a duré des semaines. Et la ville a son infrastructure bloquée et ça pose pas que des problèmes d'administration qui ne peuvent plus envoyer des mails. C'est la gestion de l'ensemble des services de la ville, que ça soit, j'en sais rien moi, les éboueurs, les égouts, la gestion de l'électricité ou ce genre de choses qui peuvent être impactées. Donc, c'est à la fois, je regrette qu'ils aient cédé, ils ont négocié avec des terroristes, mais en même temps, je comprends. Et je ne sais pas quelle est la bonne solution, là. Sécuriser vos systèmes, peut-être, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Ouais, il y a peut-être quand même une différence parce que bien sûr tout le monde sort la phrase on ne négocie pas avec les terroristes. Moi, ce que j'ai dit dans mon émission par rapport à ces sujets-là, c'est que de l'autre côté, les hackers qui font ça, ce que beaucoup disent, c'est pas la peine de payer. De toute façon, les hackers vont pas débloquer la situation ou ils vont en demander plus. Non, parce que ils le font. Oui.
Oui, si l'ensemble du système doit fonctionner, il doit y avoir un code éthique du côté des hackers qui Complètement. s'engage à vraiment libérer la ville du blocage contre une somme d'argent. Sinon, on leur ferait plus confiance et plus personne Ouais, ne payerait, quoi. Donc complètement. Non, mais c'est vrai. c'est malsain, mais il peut y avoir une forme de confiance, ouais. Et d'ailleurs, quand c'est à, je crois, bon, je ne vais pas parler pour l'ensemble de la communauté sécurité, mais généralement, ils demandent une somme qu'ils savent que les personnes peuvent payer parce que justement, ils veulent obtenir de l'argent. C'est pas juste qu'ils vont bloquer votre Ouais. truc pour le plaisir de le bloquer et de vous faire un doigt d'honneur. Ils veulent gagner de l'argent sur ces trucs. C'est là où il y a une différence quand même avec le terrorisme. Je dis pas que c'est bien, hein, Oui, mais oui, un non. terroriste, on ne négocie pas avec un terroriste parce qu'il va pas faire ce qu'il dit qu'il va faire. Hmm. Oui, bon, on pourrait discuter de ça aussi. Ouais. Vous connaissez Jetson, le Pentagone a créé un appareil qui va analyser l'identité, comment dire, qui va identifier des personnes en observant grâce à un laser les battements de leur cœur. Ça marche jusqu'à 200 mètres, ça prend environ 30 secondes pour être effectif, et ils pointent le laser sur vous et ils peuvent vous identifier. Alors, c'est pas un truc qui va permettre d'identifier l'ensemble de la population du monde, c'est juste qu'ils ont les données et donc ils peuvent matcher les données, donc il faut des personnes spécifiques. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme technologie. Je sais pas, ça sera sans doute utilisé, c'est le Pentagone, donc pour des applications militaires ou des trucs d'espions ou je sais pas. Mais c'est un moyen d'identifier les gens. Je crois qu'il y a 90% de validité dans la réponse, donc c'est pas 100% non plus. Mais voilà, si vous voulez identifier quelqu'un avec un laser, vous le faites avec le battement du cœur. C'est pas mal. Ça, ça- Ça me donne une idée de scénario dans le futur. Tu sais, autrefois, pour échapper à la police ou aux militaires, tu te faisais une fausse barbe. Là, le mec, il va aller manger des burgers pour, tu sais, péter son cœur et avoir un autre battement du cœur pour pas qu'on le repère avec le laser, quoi. Bon, normalement, ça marche pas s'il y a plus de... Genre, ça marche à travers un t-shirt ou une veste légère. Si tu mets un manteau, ça marche plus. Donc ça va. Ah non, non, là, l'idée, c'est de manger des burgers pour te Non, mais faire... tu bois des cafés, c'est tout. Voilà, tu Ah, bois des très bien. cafés pour dérégler ton battement cardiaque, en fait. Pas bête. Bon, vous êtes Mm, des génies. Il faut que le Pentagone vous engage aussi. exactement. Et dernière petite chose que je voulais mentionner par rapport à l'épisode précédent, sur le Libra et Facebook et le Calibra, il y a eu pas mal de commentaires positifs, donc merci beaucoup à ceux qui ont apprécié l'émission. Et parmi les critiques constructives qu'on a obtenues, il y a des gens qui regrettaient le fait qu'on avait deux experts enthousiastes pour les crypto-monnaies qui n'ont pas été assez critiques du système. Et j'aimerais adresser cette remarque. Je comprends tout à fait la remarque. Je dirais deux choses. D'une part, quand on parle de ce genre de système au moment de leur annonce avec un white paper et quand on établit les fondations techniques d'un système, je pense que le plus important est d'avoir des gens qui s'y connaissent pour savoir de quoi on parle, qui comprennent ces systèmes et qui savent ce que ça implique et comment ça fonctionne pour savoir si c'est sécurisé, si c'est anonymisé, si c'est etc. Toutes ces questions. Et donc, forcément, quand on va aller chercher des experts, on va avoir des experts qui connaissent les crypto-monnaies, donc qui, a priori, sont enthousiasmés par les crypto-monnaies. Si vous avez le nom d'un économiste super calé qui connaît parfaitement bien les crypto-monnaies et les réseaux sociaux et l'informatique et l'économie internationale, transnationale et les systèmes bancaires, qui en plus est critique de ces choses-là, je suis preneur du nom. Je serais très heureux d'avoir ces informations. Mais bon, quand on a des experts, généralement, c'est des gens qui connaissent ces sujets. D'autre part, il y a énormément de gens qui parlent des aspects négatifs. Je pense sincèrement, sans vraiment maîtriser beaucoup les sujets, mais peu importe, on a ces avis vraiment négatifs sur les choses, et je crois que ce qui manquait, c'était cette appréciation technique des sujets, cette appréciation experte. Donc c'est ce que j'ai essayé de créer et de fournir aux auditeurs, et au-delà de ça, j'espère qu'on a été suffisamment prudent sur le sujet. Si on ne l'a pas été, peut-être que c'est une erreur de ma part, mais qu'on a été suffisamment prudent, parce que je crois qu'il y a plein de gens qui disent « Ah bah oui, mais ça pourrait merder ».
Oui, effectivement, ça pourrait. Il y a plein de choses qui pourraient. Et je crois qu'on l'a dit, ça pourrait merder. Il y a des trucs qui peuvent bien se passer, mais c'est pas sûr. S'ils réussissent leur pari, ça pourrait donner ça. On a mis quand même des petits garde-fous sur nos analyses. Mais avec des ça pourrait, je crois qu'on quitte un petit peu le domaine de l'analyse factuelle et qu'on part dans la grande spéculation. Bien sûr, on a fait de la spéculation, mais on a essayé de rester dans le concret qu'on connaissait. Et je crois que c'est pour ça qu'on a eu cette, oui, effectivement, un petit peu peut-être coloration dans notre analyse, mais à ce lancement, c'est forcément nécessaire. On continuera à couvrir la chose au fur et à mesure qu'elle se développe. Je crois que vous allez voir arriver petit à petit des applications concrètes qui vont prouver ou contredire ce qu'on a estimé, et puis on pourra le juger à ce moment. Mais je reste très fier de la manière dont on a analysé la chose dans l'émission, et même si on en a parlé pendant 40 ou 45 minutes, et malgré ça, il y aurait encore eu des choses à dire. Mais on en parlera encore pendant longtemps. Et voilà, je voulais juste parler de ce sujet très rapidement et vous expliquer pourquoi on avait des enthousiastes des crypto-monnaies, parce que c'était nécessaire pour faire une analyse pertinente de la chose à ce stade. Donc voilà, merci beaucoup pour les remarques. Comme je le disais, énormément de gens qui ont été très positivement, qui ont vraiment apprécié l'émission. J'ai encore des remarques ces jours-ci de gens qui disent c'est la meilleure analyse que j'ai vue du sujet. Donc merci beaucoup à vous, on y a mis le temps et l'énergie. Et merci pour les critiques constructives aussi, évidemment, comme toujours. Quoi d'autre ? Écoutez, je crois que c'est la fin. Merci à tous les deux aussi d'avoir participé à l'émission. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir invités. Mais vous avez même pas besoin d'invitation. Vous arrivez... ouais, ok, je vais débarquer sur ton flux live à l'improviste. Pas de problème. Tu es toujours le bienvenu, Jérôme, avec ton micro qui sature un peu. J'ai pas voulu te faire la remarque parce que c'était pas trop grave, mais justement, si on veut un petit peu plus de Jérôme, où on va dans la vie ? Eh ben, si tu veux du Jérôme tous les jours de la semaine, toujours ma matinale, Techscope de 8h à 9h sur ma deuxième chaîne YouTube, donc Nowtech Live, et puis sur la chaîne principale, des tests, des tutos, de la tech, de la photo et de la vidéo. Donc c'est Nowtech sur YouTube. Super. Cédric, où te retrouve-t-on ? Sur renegade.fr, sur Twitch essentiellement, où j'anime diverses émissions comme Beats le mercredi soir sur la tech. Et puis voilà, c'est pas mal. Et sur Twitter, @CédricBonnet. Ah mais c'est déjà très bien. Merci beaucoup Cédric et merci à Jérôme. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez retrouver l'émission et commenter, vous pouvez le faire sur frenchspin.fr. J'ajouterais que je vais partir en vacances pendant quelques semaines pendant cet été. Le scandale. Hey, tu vois, je me disais, allez, là, je commence à être un petit peu fatigué. J'en parlais avec les patriotes et je disais, ça fait maintenant 5 ans depuis que je suis podcasteur, et même plus longtemps parce que quand j'avais entre guillemets un vrai travail, quand j'étais en vacances, je faisais quand même les podcasts, donc j'avais pas de vraies vacances, et depuis que je suis podcasteur, c'est certainement pas de vraies vacances. Donc ça fait 5 ans que je suis en mode start-up, crunch tout le temps, et je crois que je commence à en ressentir les conséquences. Et genre 2 semaines plus tard, mon dos qui se bloque, je me dis ok, ouais, donc effectivement là. Non mais c'est le début de la fin, c'est comme le départ de Johnny Ive d'Apple, quoi. C'est plus ce que c'était. Ouais, justement non, parce que je vais prendre des vraies vacances pour la première fois depuis des années. Et donc, le Rendez-vous Tech sera pas vraiment en vacances, en fait, parce que je vous ai préparé des épisodes spéciaux. Il y a certaines personnes que vous connaissez bien qui vont prendre aussi le relais dans l'émission. Donc, le Rendez-vous Tech continuera, mais pendant quelques semaines sans Patrick, qui part se reposer, j'espère. En même temps, le petit est en vacances aussi, donc je ne sais pas à quel point ça sera du repos. Mais voilà, il y en a un qui connaît bien là. Ouais. Travaille, non, tu devrais faire des émissions et tout ça. Tu as besoin de ça.
Ouais, juste Patrick, j'ai oublié de dire un truc sur. Vous allez retrouver une interview de Patrick. On est en train de terminer le montage. On va dire dans les semaines à venir, parce que je donne pas de date de sortie. Une interview de Patrick sur ma chaîne où il nous parle du podcast et tout ça. Donc si vous êtes fan de Patrick, voilà. Interview passionnante d'ailleurs. Elle était captivante. Ça fait plusieurs heures qu'on monte parce qu'elle est très longue. Bon, donc voilà pour tout ça, vacances, etc. Enfin, il y aura quand même un autre épisode la semaine prochaine. C'est à partir de mi-juillet que je serai en vacances. Donc, vous inquiétez pas, je suis encore là pendant un petit moment. Et c'est tout. Justement, on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, bien sûr, patreon.com/rdvtech. Depuis votre téléphone, là tout de suite, 2 minutes et vous devenez un patriote. Et vous serez fier, heureux, les cheveux qui poussent, vous perdez du poids, tout ça. C'est magique. Ouais, alors les cheveux qui poussent n'en parlons pas, hein. Ouais, et pour la perte de poids, je préfère la méthode Cédric, hein, mais bon, après, je veux pas foutre la merde. Hein. Ouais. Bon, donc on va se contenter on va s'arrêter là et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.